Bonjour à tous, un grand merci. Merci pour cette introduction. Merci mon général aussi pour la pré-introduction. Effectivement, la transition était importante. Je vais vous parler d'un projet scientifique, je vais vous parler d'un projet technologique majeur, mais je vais aussi vous parler de diplomatie scientifique, en fait, de relations internationales basées sur la science et la technologie, qui, à mon sens, donne quand même une lueur d'espoir aussi dans le monde dans lequel nous sommes. Vous avez vu dans l'introduction que depuis, en fait même bien avant que 1985, depuis que les recherches sur la fusion ont été déclassifiées, en fait le monde entier travaille sur ce type de sujet-là et ce développement. Et en fait, effectivement, c'est très long, très difficile. Je vais essayer de vous expliquer et vous faire voir pourquoi. Mais il y a un vrai espoir, il y a un vrai rêve. Ça fait effectivement 37 ans que je suis dans ce rêve-là. Probablement la génération avant moi avait passé une bonne trentaine d'années là-dessus, et je pense que la génération après moi va encore passer une bonne trentaine d'années avant qu'on arrive à effectivement produire de l'énergie par les réactions de fusion, donc reproduire, domestiquer le soleil. Et effectivement, ça ouvre des voies assez impressionnantes à cette fameuse droit accès à l'énergie, accès au développement, accès à la croissance. Il y a une relation linéaire entre la croissance et l'énergie consommée ou l'énergie produite. Et donc, j'étais content d'entendre que vous êtes de mon avis. On ne peut pas aujourd'hui priver des populations qui n'ont pas bénéficié de cette croissance, disons, dans le XXe siècle, juste parce que, désolé, il n'y en a plus. Désolé, il n'y en a pas assez. Voilà, donc c'est notre projet de recherche. Je vais, alors, si je fais ça, ou en tout cas, il faut me lancer les présentations. Oui, bien sûr. D'accord, ok, ça va. Donc, il me faut les slides. Alors, ce site d'ITER, que vous le voyez ici, en fait, on est dans la vallée de la Durance. En fait, on est au confluent de la Durance et du Verdon, exactement à Saint-Paul-les-Durances. Et il y a une plateforme que je vais détailler qui fait 42 hectares aujourd'hui, sur laquelle se construit la première installation nucléaire de base au monde, basée sur les principes de la fusion thermonucléaire. Alors, je vais aller rapidement puisqu'on a déjà développé ce point-là en introduction. On n'a pas 50 solutions. La transition énergétique aujourd'hui est qui, moi je le regrette, qu'on a été obligé d'attendre l'invasion de l'Ukraine pour s'apercevoir enfin qu'il fallait arrêter avec les énergies fossiles. Mais peut-être que finalement l'histoire retiendra peut-être ça. Que ça a été le vrai tournant pour se dire, ça y est, c'est bon, il faut absolument arrêter, se désintoxiquer des énergies fossiles. Donc maintenant, on est vraiment dans cette transition énergétique. J'annonce tout de suite la couleur. La transition énergétique, elle ne sera pas de 10 ans, de 20 ans, elle sera d'au moins 100 ans. Elle va prendre un temps très long. Elle va avoir des phases. Aujourd'hui, on est enfin dans cette première phase où on décarbone les énergies au maximum en utilisant ce qu'on a, les énergies renouvelables et la fission nucléaire. On n'a rien d'autre aujourd'hui, désolé. Donc on est bien obligé de les utiliser. Qu'elles soient parfaites, pas parfaites, qu'elles soient améliorables, pas améliorables. On a absolument besoin de ces deux composantes-là pour pouvoir assurer cette première phase de transition énergétique qui aujourd'hui impacte notre climat, impacte notre vie quotidienne. Et ce dont je veux vous parler, c'est des recherches qui ont commencé déjà depuis un bon moment, mais qui sont très longues et qui visent à ouvrir une nouvelle solution, à augmenter le portefeuille des solutions par une solution qui sera extrêmement intéressante, mais pour laquelle aujourd'hui, on n'a que des principes, on n'a que des envies, on n'a que des développements, mais on n'a pas encore de solution qui fonctionne, on va dire. Alors, voilà. Ça a été dit dans le film, paradoxalement, la fusion thermonucléaire, on sait qu'elle énergise les étoiles depuis 1920, depuis 100 ans. Avant, c'est 10 ans avant la découverte du neutron, on savait déjà que ce n'était pas possible que les étoiles soient énergisées par des réactions chimiques. Les chiffres, les ordres de grandeur ne collaient pas. Donc il y avait quelque chose, et il y avait en fait essentiellement des réactions des petits noyaux, on va y revenir, et les réactions de fusion thermonucléaire. Alors si vous êtes français, vous dites que c'est Perrin, si vous êtes anglais, vous dites que c'est Eddington, mais en pratique, ça s'est passé en même temps, c'était Mur, c'était le moment où de la mise en évidence de ce processus-là.
On va parler, je vais y revenir, de réaction de fusion de petits noyaux. Essentiellement, on est chez Einstein, E égale mc2. Simplement, on va extraire de la masse et la transformer en énergie par une réaction nucléaire. 1950, c'est le moment, enfin fin des années 50, c'est le moment où les travaux de recherche se déclassifient. On commence à maîtriser la bombe H, mais en même temps, on se dit il y a une façon de maîtriser, de domestiquer cette énergie, et au lieu d'en faire des bombes, on va essayer d'entretenir ces réactions et de les exploiter. Alors de quoi je parle? Essentiellement, deux petits noyaux. Alors je vais vous parler beaucoup de deutérium et de tritium. En fait, ce sont les deux isotopes de l'hydrogène. Le deutérium, c'est un proton. Enfin, l'hydrogène, c'est juste un proton de son noyau. Le deutérium, c'est un proton auquel on a ajouté un neutron. Et le tritium, un proton auquel on a ajouté deux neutrons. Pourquoi je choisis ces réactifs-là? Parce que c'est ceux qui sont les plus faciles, et vous allez voir ce que ça veut dire, à faire fusionner. Faire fusionner, c'est simplement les envoyer l'un contre l'autre de façon très forte, très rapide, très violente, de les rapprocher suffisamment pour que les interactions nucléaires entrent en jeu. Et à ce moment-là, il y a constitution d'un noyau d'hélium et production d'un neutron. On a deux façons de faire ça. Je vais y revenir. La première, c'est un petit peu de mimer la bombe, un petit peu de mimer le soleil, c'est-à-dire d'écraser considérablement, très fortement, un mélange de ces deux composants. Et en l'écrasant de façon très rapide, très forte, eh bien, ça va s'échauffer, évidemment, la pression va monter. Le soleil fait ça simplement gravitationnellement. Dans la bombe, on va juste réellement comprimer ce milieu. Et si on est suffisamment fort, si on arrive à des densités suffisantes, les températures, je vais y revenir, et sur des temps très très courts, eh bien on arrive à enclencher les réactions de fusion. Pour ceux qui lisent la presse, ça s'est passé 2 fois l'année dernière au NIFS aux États-Unis. On a réussi à mimer ça correctement. Sauf que ça, comment je fais de l'énergie avec ça? C'est une micro-implosion nucléaire. Il faut que je la reproduise 10 fois, 20 fois par seconde, que je l'entretienne pendant des années et des années. Ça, c'est compliqué à ingénieriser. Donc l'autre voie qu'on a utilisée depuis les fin des années 50, c'est plutôt de dire je vais faire une marmite, je vais faire une boîte, je vais faire une bouteille, je vais mettre un petit morceau de soleil que je vais entretenir, que je vais déclencher et entretenir toujours. Alors de quoi on parle? C'est la même réaction. Je vais simplement jouer sur ces deux paramètres-là. Je vais être à plus faible densité, mais je vais monter la température de façon à ce que les collisions, les rencontres entre ces noyaux se fassent de façon suffisamment fréquente pour que l'énergie augmente. Alors le petit problème, c'est que si je mets un chiffre ici, le chiffre il est de 150 millions de degrés. Donc en fait, ça vous explique maintenant pourquoi déjà. Une grosse partie du pourquoi, ça fait 70 ans qu'on cherche à essayer de mettre ça au point. Il faut que je fasse une boîte, il faut que je fasse une bouteille qui contient un certain nombre de mètres cubes, en l'occurrence dans ITER, on va parler de 800 mètres cubes, d'un milieu qui est à 150 millions de degrés. Si vous avez la solution, il n'y a pas de matériau, évidemment, qui est capable de tenir ça. Donc il faut que j'invente une bouteille imaginaire, une bouteille artificielle, une bouteille virtuelle. Cette bouteille virtuelle, en fait, c'est un champ magnétique, c'est une bouteille magnétique. Il vous reste, j'espère, de vos études, le fait que ces deux-là sont des particules chargées, puisque c'est les noyaux d'un atome, donc c'est chargé même positivement. En fait, dès que j'ai un champ magnétique, eh bien, ils vont se mettre à tourner autour du champ magnétique. Si je suis assez intelligent pour fermer le champ magnétique sur lui-même, pour faire une bouteille magnétique, eh bien, ils vont rester indéfiniment dans le milieu. Je chauffe, ils collisionnent, ils fabriquent un noyau d'hélium très énergétique qui continue à chauffer le milieu, et un neutron. Le neutron, lui, il n'est pas chargé, il sort. On va y revenir. On va y revenir parce que ces deux personnages-là, celui-là, il est très très abondant sur Terre. Il est à quelques pour 10 000 de tous les atomes d'hydrogène sur la Terre, c'est des atomes de deutérium. Donc j'en ai autant que j'en veux. Lui, par contre, il n'existe pas. Il est radioactif avec un temps de vie très court, 12 ans. Donc il n'y en a pas sur Terre, si on ne le crée pas. Donc je vais être obligé de le créer, évidemment. Alors deux solutions. Il y a des réacteurs à fission, dont une partie des sous-produits sont du tritium. Mais si je veux vraiment commercialiser quelque chose, je ne vais pas commencer à construire un réacteur à fission pour faire fonctionner un réacteur à fusion. Ça n'a pas de sens. Donc je vais le créer sur place, lui.
Et pour le créer sur place, je vais utiliser le neutron. Le neutron, quand il sort, il amène de l'énergie, je vais m'en servir parce que je veux chauffer, je veux faire de l'électricité, mais il amène aussi, il peut, en sortant, sur l'environnement, autour de cette bouteille virtuelle, je vais évidemment mettre une bouteille matérielle, une structure, et ben dans la structure, je vais mettre du lithium, et le neutron va fissionner du lithium, casser des noyaux de lithium, et fabriquer du tritium. Donc le processus qu'on est en train d'essayer de développer, c'est non seulement de maintenir ces milieux à 150 millions de degrés, mais en plus de créer un cycle du combustible qui est que la réaction elle-même génère ses propres combustibles. Derniers éléments, ce n'est pas une réaction en chaîne. Le neutron ne sert pas à continuer à faire des réactions de fusion. Moralité, ce n'est pas divergent, ça ne peut pas exploser. Les deux produits de la réaction sont des noyaux légers, ou un neutron ou un noyau léger, non radioactif, donc pas de déchets. Autre que l'irradiation neutronique de la structure que j'ai, évidemment, que je fabrique. Donc abondant, très énergétique, je vais y revenir, c'est la réaction nucléaire la plus énergétique qu'on connaît. Abondant, donc pas explosif, pas de déchets. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, même si je dois faire 150 millions de degrés, ça fait quelques décennies qu'on cherche parce que c'est un espèce de Graal, un rêve de la production d'énergie. Alors comment ça marche? Je dis que c'est une bouteille magnétique, un tokamak. Pas une bouteille magnétique, ça se fait avec des bobines. Donc la machine ITER, je suis là, d'accord? La machine ITER, c'est un gros aimant fabriqué par 3 systèmes d'aimants, en fait 3 systèmes de bobines. C'est 10 000 tonnes d'aimants. Puisque je veux fabriquer ça sur des temps très longs, mes aimants sont supraconducteurs, c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas eux-mêmes d'énergie, mais il faut que je les refroidisse. Donc c'est 10 000 tonnes d'aimants supraconducteurs à moins 269 degrés. Ça vous explique que j'ai 150 millions de degrés ici et j'ai moins 269 degrés ici, sur à peu près 3 mètres. D'accord? Donc on mettait le petit bonhomme à l'horizontale. Donc 3 systèmes d'aimants, essentiellement, très rapidement. Ces aimants un peu dorés, orange, il y en a 18 qui sont autour je vais oublier de vous dire, comme la bouteille magnétique, elle a une forme de tor. Elle a une forme torique, et donc ce qu'il y a autour a une forme torique. Donc j'ai 18 bobines verticales comme ça qui fabriquent le champ magnétique principal. C'est un champ magnétique très intense. On parle de 5 Tesla, on parle de 50 000 fois le champ magnétique terrestre. Ça fabrique le champ magnétique principal. J'ai un deuxième aimant très important, celui-là, qu'on appelle le solénoïde central, dont la décharge, on va le charger, on va le décharger dans l'anneau de milieu, dans ce qu'on appelle le plasma, et il va générer un courant très intense, 15 millions d'ampères, et c'est une des sources principales du système de chauffage de ce milieu-là. Et puis, dernier élément, des bobines, il y en a 6 horizontales, qui sont des bobines qui vont me permettre de tenir la bouteille magnétique en sustentation dans le milieu. Il ne faut pas qu'elle aille toucher, évidemment, les parois de la machine. Donc, comment ça marche? Je fabrique cette machine. Évidemment, il y a une enceinte qui isole le milieu plasma du reste du monde. Il y a une enceinte aussi en forme de tor, je vais y revenir. Je fais le vide dans cette enceinte, 800 mètres cubes. Je mets un peu de deutérium tritium. On parle d'1 gramme de deutérium tritium pour fabriquer 500 mégawatts. D'accord? Ça vous donne la puissance qui est cachée derrière. Et puis, j'énergise avec le solénoïde central, je fabrique le courant plasma. Et en même temps, parce que la nature est mal faite, j'ai besoin de surchauffer encore. Donc j'ai des systèmes de chauffage additionnels. Je pourrais répondre aux questions si vous voulez. Donc en gros, des systèmes de type micro-ondes qui vont se coupler au plasma et qui vont augmenter sa température. Et donc, si je sais faire, voilà le schéma du réacteur. J'ai du deutérium et du lithium à l'entrée. Je fabrique mon petit cycle où je fabrique du tritium et je le brûle. Et puis, je fabrique, évidemment, j'utilise la chaleur créée par ce milieu-là. Et puis, soit je fais une turbine, un générateur d'électricité, soit je fais du stockage thermique. Dernier élément pour garder l'ordre de grandeur avant d'entrer dans le projet ITER. La batterie de votre portable que vous avez sur vos genoux, de votre téléphone, la moitié de la baignoire de ce matin, moi, ça me suffit pour fabriquer l'énergie individuelle dont vous avez besoin pour toute votre vie.
Donc, aussi en résumé, c'est ce qui est traduit ici. 1 gramme de deutérium tritium, c'est équivalent de brûler 8 tonnes de pétrole. Donc, c'est abondant, c'est propre, c'est sûr, mais c'est pas encore fait. Et je vais vous expliquer où on en est vraiment. Donc 65 ans de progrès, c'est ce que j'expliquais. À la fin des années 60, l'AIEA déclassifie ses recherches et tout le monde se met en jeu. Tout le monde fabrique des tokamaks à droite et à gauche, des petits, des moyens, des grands. On fait des recherches scientifiques. Comment ce plasma, comment on monte sa température, comment il se comporte, comment il se stabilise. On fait des développements technologiques. Comment on fait des bobines de champ magnétique comme ça. Comment on fait des composants qui vont regarder le plasma et qui vont prendre des flux de puissance importants. Donc ça, c'est 65 ans de progrès. On a une loi d'échelle. On sait que la taille compte. Il n'y a pas que dans la vie, il y a aussi en fusion. Et donc, on arrive à dimensionner avec les technologies qu'on a. On arrive à dimensionner en gros une machine qui fait 800 mètres cubes et qui va générer 500 MW de fusion avec 50 MW de chauffage, d'énergie apportée. C'est un amplificateur d'énergie. Tout ça basé, c'est très symbolique, sur des recherches technologiques. Et là, je fais ma pub, c'est la machine du CEA. Et des recherches plus scientifiques, plus physiques, dont le symbole est la plus grosse machine qu'on a créée jusqu'ici, qui est une machine qui vient de terminer, qui s'appelle JET, qui est en Europe. Vous voyez que la plus grosse machine qui a jamais opéré en fusion, elle est 10 fois plus petite. Donc aujourd'hui, on fait un saut important d'un ordre de grandeur sur tous les éléments. Ça, je pense que j'en ai pas besoin autrement que de dire effectivement que l'objectif qu'on a donné à cette machine, c'est de démontrer qu'en mettant tout, science, technologie, nucléaire, tous les aspects, eh bien, on sait maîtriser la création de l'augmentation, l'amplification d'énergie d'un facteur 10 par des réactions de fusion. On en parlait dans le petit film, on en parlait tout à l'heure. Tout ça commence, je pourrais y revenir dans les questions si vous voulez, au moment où Reagan et Gorbatchev se serrent la main et se disent il nous faut un symbole mondial humaniste de ce rapprochement. C'était dans les cartons, hein, il y en avait plusieurs, celui-là a été choisi. On fait une machine de fusion de ce type-là. 21 ans quand même pour se retrouver à l'Élysée, pour signer le traité ITER, pour lancer ITER. Donc ça, c'est l'idée, ça, c'est la signature. Les temps politiques ne sont pas négligeables non plus. 2010, c'est plutôt effectivement vers 2012, quelque chose comme ça. On commence à avoir le site. Le choix du site a été assez long. On a fini par choisir la France. Viabilisation du site. On commence la construction dans les années 2010-2012. Et aujourd'hui, on en est là où je vais vous amener. À travers un consortium, à travers un traité international qui crée l'organisation de ce traité international qu'on appelle ITER Organisation, localisée à Cadarache. Et cette organisation internationale, elle regroupe ses 7 membres, la moitié de la population mondiale, 80% du PIB, en gros. Donc c'est l'ensemble de la planète qui se met à ce projet-là dans les années 2005-2010. Et comme la vie n'est pas assez compliquée pour ça, on a décidé que ce projet serait fabriqué en nature. C'est-à-dire que l'organisation internationale qui est localisée à Cadarache, elle design, elle donne l'ordre, elle passe commande à tous ces pays-là. Et ces pays-là livrent en nature, amènent les objets, et l'organisation internationale les assemble et les fait fonctionner. 2 millions de pièces de haute technologie fabriquées dans le monde entier, y compris la même pièce fabriquée par plusieurs pays, pour que tout le monde sache faire ensuite un réacteur de fusion. Donc la plateforme aujourd'hui, elle a à peu près cette tête-là. Cette immense machine qui fait 30 mètres de diamètre et 30 mètres de haut, elle est là, dans un linôle nucléaire, puisqu'on a des neutrons. Elle a un grand hall d'assemblage, le siège de l'organisation internationale. Mon bureau doit être par là. Et toute une plateforme, 42 hectares, d'un système qui ressemble étrangement à un EPR, une centrale nucléaire. Système de connexion électrique. En fait, pour l'instant, on absorbe plutôt de l'énergie que de la renvoyer, mais c'est un détail. Transformation de cette énergie électrique en tension acceptable pour convertir la puissance en continu et alimenter la machine. Je vous ai parlé de 10 000 tonnes d'aimants supraconducteurs à moins 269 degrés, donc il nous faut un sacrément gros, gros frigo. Vous avez devant vous le plus gros réfrigérateur au monde, 75 kW à 4 Kelvin. Donc c'est la plus grosse source de froid au monde,
elle est là, des halls d'assemblage, des unités d'évacuation de chaleur, parce qu'évidemment, quand la machine va fonctionner, elle va créer de la chaleur. On n'est pas dans un système où on va créer de l'électricité, la coupler au réseau, c'est encore trop tôt et ça ne pose pas vraiment de problème. Donc on décide que la chaleur qui est créée, on l'évacue simplement. Je vérifie, c'est mon temps. Donc l'installation, l'usine ITER, elle est quasiment terminée. Tous les bâtiments sont presque tous terminés. Et vous voyez tous les sous-systèmes, système d'évacuation de puissance, système d'alimentation électrique, les câbles, le bâtiment contrôle, l'usine cryogénique, j'en passe, et des meilleurs sont en place et sont en train même d'être mis en service. Et la machine elle-même, elle se constitue progressivement. Évidemment, c'est un grand cylindre de béton dans lequel on constitue cette machine. Donc vous voyez le cylindre de béton ici, et vous voyez depuis le milieu des années 2020 la constitution progressive de tous les éléments. On est dans un gros cryostat, dans un gros cylindre. On a d'abord mis le fond et le bord de ce cryostat, et puis on a descendu des écrans thermiques, des bobines, etc. Vous avez vu dans l'animation le début de l'assemblage. Ça prend énormément de temps. Il nous faut encore 6-7 ans pour terminer ça. Et la fabrication, comme je le disais, se passe dans le monde entier. Bobine poloïdale, celle-ci, elle a été faite en Chine. Ça aussi, c'est fait en Chine. Ça, elles sont tellement grosses, c'est les grosses bobines horizontales, elles font 30 mètres de diamètre, enfin 24 mètres de diamètre. Celles-ci, on les a fabriquées, enfin on les a bobinées sur place, on ne peut pas les promener. Le couvercle du cryostat, c'est l'Inde qui nous le fournit. Il y en a plein d'autres. Intéressant, la contribution de la France dans cette histoire-là. Au moment du tour de table, la France est évidemment pays européen, donc elle paye sa cotisation européenne, et la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec toutes ses structures, ses départements, la région elle-même, etc., a décidé de mettre la main à la poche et d'assurer ce qu'on appelle les devoirs du pays hôte, c'est-à-dire l'itinéraire pour promener tous ces composants. L'école internationale, on a une école internationale de 12 000 élèves à Manosque, pour avoir les enfants de tous ces chercheurs de tous ces pays, j'en passe et des meilleurs, l'accueil de tous les chercheurs. Donc on a une contribution française qui est extrêmement intéressante, une bien jolie image si vous êtes de la région et si de temps en temps vous passez sur l'autoroute entre Manosque et Gap, entre Aix et Gap, pardon, 250 convois comme ça, super exceptionnels. Ça, c'est une des bobines verticales qui a été livrée. C'est des transports, tout arrive par bateau à Marseille, barge jusqu'à Berlétan, et puis ensuite des transports super exceptionnels comme ça, sur un itinéraire viabilisé qui fait presque 100 km et qui nous amène à Cadarache. Ces choses-là voyagent de nuit à 5 km/h à peu près, ça prend 3-4 nuits. On en a déjà plus de la moitié, voilà ce qui a déjà été livré, et on a encore pas mal de gros composants à venir. Les retombées économiques, c'est pas inintéressant. Ça a été dit, il me semble, en introduction. C'est un projet, en gros, comme tout est en nature, ce serait difficile de savoir combien ça coûte. Mais en gros, si vous faites des péréquations, ça coûte à peu près 20-25 milliards d'euros. L'Europe est le membre hôte, donc c'est lui qui paye une grosse partie de tous les bâtiments, etc. L'organisation internationale a un peu d'argent également pour faire fonctionner le système, pour coordonner. Donc, entre l'Europe et l'organisation internationale, il y a déjà eu 8 milliards de dépensés, dont 5 milliards en retour sur les entreprises françaises. Ça vous explique, certains d'entre vous assistent probablement tous les ans, tous les 2 ans, à ce qu'on appelle l'ITER Business Forum. C'est-à-dire que ITER, avec la France, avec le CEA, organise Il y en a eu un ici, d'ailleurs, il y en a eu un au Palais des Papes, des rencontres entre ITER et les industriels. On en est, alors il y en a eu une petite parenthèse avec le Covid, mais quand on invite les industriels, vous êtes 1000-1200 à venir tous les 2 ans pour regarder qu'est-ce qui se passe, où on en est ITER, où sont les contrats, quels sont les contrats futurs. Derrière, plus tard, en gros ça c'est ITER, alors pas tout à fait à l'échelle, mais disons pour retenir à peine plus gros mais pas beaucoup, ce sera le réacteur de démonstration. Au lieu d'avoir à peu près 500 MW thermiques à une amplification de 10, qui n'est pas complètement économiquement viable parce qu'il y a de la puissance qui recircule, etc., on va monter à peu près à 1200 MW thermiques, un facteur d'amplification de 20, 25, 30, et à ce moment-là, ça devient économiquement viable. Mais si vous regardez la taille, elle n'est pas très différente.
La grande différence entre ces deux choses-là, elle va se passer au bord, ici, parce que je vous ai parlé de génération de tritium in situ. ITER va prototyper ces solutions-là, il y en aura plusieurs, mais il n'est pas autosuffisant en tritium. Ce n'est pas lui-même qui va fabriquer son tritium. Alors que le réacteur, évidemment, il faut qu'il fabrique lui-même son tritium. Donc il sera complètement recouvert de systèmes de génération de tritium. Alors, ça c'est pas beau, mais c'est pas grave. Au moins, ce qui est en jaune est important. ITER, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est le bêta. Et alors, je m'excuse, mais je ne sais plus quelle lettre avant oméga. Donc, c'est pas tout à fait le début et la fin. Le début, vous l'avez vu dans la recherche. La fin, c'est ça. Il manque encore certaines briques technologiques pour pouvoir stabiliser complètement la technologie pour faire des réacteurs. Mais ITER est quasiment les 3/4, sinon les 4/5 de l'alphabet qu'il faut pour fabriquer un réacteur de fusion. Et en l'occurrence, voilà, ça, c'est ce qui ressemblera à un réacteur. On vous a parlé tout à l'heure de 2035 à peu près comme démonstration de faisabilité du process. ITER fonctionnera et dit bah, ça marche ou ça ne marche pas, mais on espère bien que ça marche. Des réacteurs sont déjà en prototypage, mais avec évidemment ce qui manque ici. Et on imagine à peu près des constructions de réacteurs qui démarrent comme ça dans les années 2040-2045 pour se coupler au réseau dans les années 2050. Mais c'est les premiers. Il y aura peut-être un en Chine, il y aura peut-être un en Europe, etc. De là à en construire 1000 ou 2000 pour avoir un impact sur l'équilibre, sur le mix énergétique de la planète, ben ça nous amène gentiment au siècle prochain. Une aventure de recherche qui aura duré d'un bout à l'autre plus de 100 ans. Donc non seulement c'est le plus gros projet de recherche, mais c'est de plus loin le plus long. Sauf que l'être humain a quand même mis 2000 ans à essayer de voler. Hein. Mais c'était moins coordonné que ça, je pense. Important, énormément de retombées, énormément de spin-off. Je m'arrête sur ça, c'est l'actualité de la semaine. L'aimant Iseult, que le CEA et la France sont très heureux d'avoir et qui nous donne des magnifiques images, c'est un aimant 11 Tesla et demi, c'est la technologie fusion. Sans la fusion, il n'y aurait jamais eu cet aimant. Grâce également à Alstom et compagnie, mais je veux dire, ce sont des développements qui ont été déclenchés, en particulier par la machine française, dans les années 80. Il y en a plein d'autres. Et pour la dernière minute qui nous reste à peu près, est-ce que... c'est ça. D'accord. On émerge à la COP. Donc je ne vous raconte pas des bobards, c'est-à-dire qu'on parle de nous, on se fait parler de nous au niveau des grandes conférences internationales de climat. Notre directeur général, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, le précédent, c'est lui qui a amené ça à la COP26. Et je veux terminer sur celui-là, sur la COP28. Le directeur général de l'AIEA, aujourd'hui, met en place un groupe fusion mondial pour gérer le transfert de technologie entre cette recherche publique mondiale et toutes les start-up, toutes les industries qu'on peut imaginer, dont vous avez peut-être entendu parler et qui vous poserez des questions. Il y a énormément de buzz autour de la fusion aujourd'hui. Ce buzz, c'est le début du transfert technologique. Et on est là pour le gérer. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas aller plus loin. Merci.